Lettre à Olivier. 20 avril. Cher Olivier, on ne le dit pas pour pas effrayer la population. C'est la troisième fois que dans les aéroports français on déjoue des attentats. Je sais que c'est vrai parce que j'ai, comme on dit, des sources sûres. Ce sont des attentats, j'en suis sûr. Et puis on plaisante pas avec ces choses-là. 3 fois sur des lignes Air France, 3 fois sur des Airbus, 3 fois en moins de 3 mois, dans 3 aéroports, Brest, Orly, Roissy. Mais surtout 3 fois où la chance ou le destin ou les deux ont permis la découverte de bombes dans des bagages. Et là, pas dans des bagages accompagnés, ceux qu'on transporte en cabine, dans des valises, celles qui voyagent en soute, celles qui échappent au contrôle voyageurs au portique. Écoute, Olivier ne prend plus l'avion pour Brest, il paraît que c'est la panique là-bas, et l'info tenue secrète jusqu'à aujourd'hui va finir par sortir. Je suis sûr que ce sont des attentats. Et porte-toi bien malgré ces mauvaises nouvelles. Par ailleurs, j'ai encore eu un entretien foireux dans une boîte foireuse, et en mai, ça fera 3 ans sans boulot. Et je craque. 22 avril, cher Olivier. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est encore un attentat? Est-ce que c'est un accident technique? Dans le métro, j'ai croisé des gens absolument paniqués. Il paraît qu'il y a plus de 20 morts à Étienne-Marcel. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé là-bas. Il paraît que la rame de métro s'est arrêtée entre deux stations et que le feu a pris sous tous les wagons. Porte fermée, les gens hurlaient, étouffés. Et tout ça en quelques minutes, tu te rends compte? Tu prends le métro et toc, tu meurs de 1000 brûlures avec d'autres qui hurlent autour de toi. Ça devait être atroce. On ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. J'espère qu'on ne va pas mettre ça encore sur le dos des terroristes parce qu'on ne parle que d'eux ces temps-ci. Olivier, reste dans ta campagne, même si tu es aussi chômeur que moi. Ici à Paris, il paraît que des gens commencent à faire des provisions. On angoisse ici, comme si on attendait la guerre. C'est ridicule. Enfin bon. Profite du printemps, ici, c'est l'hiver dans nos têtes. Hélas, oui. 23 avril. Cher Olivier, je regardais les photos de l'année dernière. C'était super ce camping au bord des étangs. Des souvenirs pour toujours. Et puis se faire réveiller en pleine nuit par des lignes de fond qui sonnent parce que des poissons ont mordu à l'hameçon. On redevient enfant et c'est tellement bien. Et les fous rires. Quand l'eau s'est engloutie dans tes cuissardes à 2 heures du mat, j'en pouvais plus de rire, sans parler de la poésie et de ce sentiment de beauté éternelle, la pleine lune au milieu du ciel, cette pleine lune qui nous permet de voir presque aussi bien qu'en plein jour. C'était vraiment top. C'est chouette de recommencer tout ça cette année. Vivement juillet. On est au mois d'avril, encore quelques mois à tenir. 24 avril. Cher Olivier, écoute, tout s'est passé très vite. Tu te souviens de Louis? On était ensemble au lycée Charlemagne. Écoute, il s'est suicidé, figure-toi. Et écoute, depuis quelque temps, il y a que des nouvelles épouvantables ici à Paris. Il a sauté par la fenêtre de son bureau, du 6e étage. Ça pardonne pas, c'est nul. Et il a 3 enfants, tu te rends compte? Ses employés ont raconté qu'au téléphone, quelques minutes avant de sauter, il hurlait dans son bureau. Il était, paraît-il, avec le RSI. Le RSI, tu sais, c'est un peu comme l'URSSAF, ça s'occupe des charges patronales et salariales. Je ne sais pas exactement. En fait, il ne pouvait plus payer, paraît-il. Il ne pouvait plus payer les charges. Enfin, c'est moche de se suicider pour des questions de fric, hein. C'est nul même. Euh, Louis, c'est un mec bien. Mais en France, aujourd'hui, ça va pas. Tu sais, tu le sais tout comme moi. Il y a beaucoup de patrons qui ont des problèmes de sous. Et s'il n'y a plus de patrons, il n'y aura plus de boulot non plus. Je ne comprends pas qu'ils aient pas compris ça au gouvernement. Ils s'occupent que de l'Europe ou d'autres choses. Nous, on s'en fout. Ce qu'on veut, nous, d'abord, c'est du boulot. Donc des entreprises qui recrutent. Faut pas les harceler, les patrons, faut les aider. Bon, il fait beau chez toi à la campagne? 26 avril. Cher Olivier, je constate que je t'écris avec la régularité d'un métronome, tous les 2 jours.
Ici, c'est pas drôle. On voit des choses choquantes à Paris. Tu sais, j'ai besoin de te les dire, sinon ça tourbillonne dans ma tête. Tu sais, on voit de plus en plus d'indigents dans les rues. On me taxe, enfin, faut pas dire, on fait la manche, quoi, 10 fois par jour. Il y a des mendiants partout. Je suis sûr que c'est pas comme ça à la campagne chez toi. Et aujourd'hui, j'ai même failli intervenir. Une femme des pays de l'Est, je crois, avec 3 petits-enfants autour d'elle, en habits de gueux, comme leur mère, se faisait hurler dessus par un mec. C'est plein d'étrangers à Paris, pays de l'Est, Afrique, Moyen-Orient, il y en a même de plus en plus. Paris est devenue la capitale européenne des SDF et des mendiants. Mais personne ne fait rien. Le gouvernement encore moins. D'ailleurs, même moi, j'ai rien fait face à cette femme avec ses 3 enfants. Je me sentais nul. Je ne devrais pas te parler de tout ça, mais c'est vraiment pénible. Ici, j'en ai marre. Alors, il faut que j'exprime mon mécontentement. Bon. Et puis, évidemment, toujours pas de boulot en vue, comme toi, quoi. Bon, écoute, on se voit bien cet été, n'est-ce pas? 30 avril. Cher Olivier. Ben voilà, ça y est. Ça s'est ébruité. Toute la France est au courant des 3 tentatives d'attentat dans les 3 Airbus. On n'a pas retrouvé les pirates, je ne sais pas comment les appeler, les voyous, les terroristes, les abrutis, les criminels. Ou plutôt si, on a retrouvé leurs traces, mais elles se sont perdues dans les méandres des quartiers chics de Paris. Il paraît que les pirates logeaient dans les quartiers chics. Et quant aux morts du métro, enfin, 12 au total, hein, pas 20, 12. Toujours pas de nouvelles. En fait, on ne sait pas si c'est un acte de terrorisme ou un incendie dans les moteurs sous la rame qui aurait causé le départ du feu. En attendant, plus personne n'ose prendre l'avion et dans le métro c'est pareil. Et il paraît que ça se ressent dans l'économie, tout ralentit. Les agences de voyage sont désertées, tout comme les aéroports, les magasins, les transports en commun, métro et bus. En fait, on se croirait au mois d'août. Le président, comme tu le sais, le président de la République, va faire une allocution à la télévision ce soir. Et comme d'hab, ça va être des prêchis-prêchats. Jamais convaincant le mec. Il est même nul pour moi. Et c'est avec des mecs comme ça, qui ne savent pas s'imposer ni prendre de décisions fortes, qu'on va faire venir au pouvoir des totalitaristes, des fascistes, des terroristes, des anarchistes et autres brigands istes, des terroristes légaux en quelque sorte. Bon allez, je te laisse et je rentre chez moi. En courant. Tu sais, ils ont décidé de fermer le métro à partir de 22 h le soir. Comme si ça allait changer les choses. Profite du soleil à la campagne, cher Olivier. La météo annonce un très beau temps chez toi pour la semaine. 2 mai. Le joli mois de mai. Cher Olivier, depuis les attentats dans les aéroports et métros, parce qu'en fait, dans le métro, je suis sûr qu'il s'agit d'un acte de terrorisme, le gouvernement en dit le moins possible. Bref, depuis les attentats, les gens sont devenus inquiets et nerveux. Ça se ressent dans Paris, à chaque coin de rue. Il y a une sale ambiance. Alors par contre, là, bon, pour la France, il y a une bonne nouvelle. Il paraît qu'à Saint-Nazaire, on va construire 4 très grands paquebots de luxe, du boulot pour 5 ans, pour 30 000 personnes. Ça, c'est vraiment bien. Il nous en faudrait plein des nouvelles comme ça. Nos gouvernements devraient être les premiers commerciaux de France, au lieu de faire leur discours de nul à la télévision. T'as vu comme il était nul l'autre jour, le président? Mollasson de chez Mollasson, j'avais honte pour la France. Olivier, j'ai appris que ça y est, tu as trouvé du boulot. 1000 bravos. 1000 bravos. Tu as trouvé assez vite finalement, en 6 mois. Mais alors par contre, effectivement, comment vas-tu faire avec 1800 € mensuels alors que tu en gagnais 3000 avant? Je sais, aujourd'hui on prend ce qu'on trouve, mais à ce rythme-là, on sera tous interdits bancaires en faillite en moins d'1 an. Et là, ce sera la révolution. Puis en plus, avec une période d'essai de 6 mois renouvelable, t'es parti pour 1 an de nuit blanche, mon vieux. Hein. Bon, allez, bon courage. Moi, j'ai toujours rien et j'en peux plus de mes 3 ans de chômage. On s'accroche souvent avec Annie, tu sais, avec qui je vis. Elle m'a traité de loser l'autre jour. J'ai pas aimé. Hein.
Et il y a de plus en plus de tensions entre nous à cause de ce putain de manque de boulot. Comme s'il y avait 5 millions de losers en France. Il n'y a pas que moi qui n'ai pas de boulot. C'est vrai que j'ai envie de quitter la France. Allez, à bientôt Olivier, j'espère qu'avec ta nana au moins t'as pas ce genre de conflit. Tu sais, moi aussi, je t'écris, moi aussi j'ai commencé à faire des provisions, on sait jamais. Des petits trucs quoi, riz, pâtes, petits pois, lait, sucre. Je trouve ça un peu con, mais avec cette ambiance pourrie, on commence à cauchemarder les yeux ouverts ici. 12 mai. Cher Olivier, en mai, fais ce qu'il te plaît. Il fait beau à Paris, je commence à regarder les filles, par ce joli soleil qui nous réchauffe. Ah oui, je regarde les filles parce que Annie est partie. Elle aussi commençait à me chauffer. C'était insupportable. Alors je retrouve le plaisir de flâner sur les boulevards. Pas sûr que je retrouve une nana de sitôt. Même chose pour un boulot d'ailleurs. Maintenant, de manière discrète, les filles demandent toujours si on a un boulot. Enfin, histoire d'être assuré, quoi. Alors j'ai commencé à mentir. Ça va pas tenir longtemps. On finit toujours par se trahir. C'est pénible. Les filles sont si jolies sous le soleil de mai. Et en même temps, ben oui, moi je l'aimais bien, moi, Annie. Ouais. Le métro ne marche plus, le dimanche. Ils disent qu'ils inspectent les voies. Crainte d'attentat. Ça devient pénible. Et toi, alors ça démarre bien ton nouveau boulot? 15 mai. Mon cher Olivier, il paraît qu'ils vont réduire les indemnités chômage et la durée du chômage. Il ferait bien mieux de nous trouver un nouveau système où chacun aurait du travail, franchement. Finalement, les politiques, leur rôle, c'est de faire grandir le gâteau économique pour que chacun ait une belle part. Ou alors, si le gâteau ne grandit pas, voire se réduit, de répartir au mieux ce gâteau pour que l'on se sente davantage égaux. En France, c'est ni l'un ni l'autre. L'écart entre les riches et les pauvres s'accentue, et il y a de plus en plus de pauvres. Tu sais, j'ai fait des calculs. Un appartement dans Paris, pour un couple avec 2-3 enfants, un appartement de 3 chambres, 80 mètres carrés, ça coûte environ 700 000 euros. Si monsieur et madame travaillent, le foyer dispose, disons, je prends cet exemple, d'environ 5 000 euros chaque mois. Et leurs mensualités de remboursement ne doivent pas dépasser le tiers de ce montant, sinon ce ne serait pas autorisé par les banques, donc 1 700 euros. S'ils ont 50 000 euros d'économie, ils doivent financer toujours 700 000 euros parce qu'il faut comptabiliser les frais de notaire, le déménagement, les frais d'installation, etc. Et avec les intérêts d'emprunt, j'ai pris 3%, j'ai calculé avec des ordinateurs, il leur faut au moins 50 ans, je dis bien 50 ans, pour rembourser leurs prêts. Rembourser en 30 ans, pour rembourser en 30 ans, il faut des mensualités de 3 000 euros. En fait, conclusion, il est impossible d'acheter un appartement à Paris. Les jeux sont faits, quoi. Il y a ceux qui disposent déjà d'un apport personnel conséquent, les privilégiés, et puis il y a les autres. Les autres, c'est moi. C'est nous tous, ceux qui n'ont pas la chance d'être nés nantis. Et c'est pour me révolter contre tout ça, et aussi contre le chômage qui me déprime de plus en plus, que je vais participer jeudi prochain à une manif. Tu sais, j'en ai vraiment marre, Olivier. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Je sens que ça va exploser. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de personnes dans mon cas. 20 mai. Mon cher Olivier, écoute, il y a eu de la casse à la manif où je suis allé. J'ai moi-même été embarqué par les flics. J'avais un gros anorak sur moi et ils m'ont pris pour un casseur. Dans la bousculade, j'ai glissé sur un trottoir et je me suis blessé au visage. C'est pas grave, mais le sang a giclé et j'en avais partout. Et j'ai été pris dans une véritable rafle et j'ai passé 2 jours au fond d'un commissariat dans un véritable cul de basse-fosse, un vrai cachot. Et puis après, je suis revenu chez moi, mais de cette sale aventure, j'en suis pas encore revenu. Tu te rends compte? Comme à la guerre, quoi. Alors je soigne ma blessure, 4 points de suture, tout de même. Bon, et toi Olivier, soigne les affaires de pêche pour qu'on puisse attraper plein de poissons cet été dans les étangs.
23 mai. Cher Olivier, écoute, ils sont venus faire une perquisition chez moi, les flics. Ça a duré 3 heures. 3 heures. Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient au juste. Je ne sais pas comment ils ont appris que je communiquais avec toi, parce qu'ils m'ont posé plein de questions sur toi. Et puis, bah, je suis désolé que tu sois convoqué à ton tour au commissariat. Tiens-moi au courant, je comprends rien à ça. 28 mai. Cher Olivier, des manifestations, bah, il y en a maintenant partout en France. Et même chez toi, ce qui paraît à la campagne. En un mois, la situation s'est vraiment aggravée. C'est mai 68 à nouveau. Et la télévision, à la fois, elle rassure, elle inquiète. Le président de Nulos a encore prêché, avec ses mots pleins de guimauve. J'aime pas cette ambiance qui dégénère. Et les mots de Poutine, tu sais, le président russe, sont pas là pour nous rassurer non plus. Parler de l'Europe décadente que les États russes devront bientôt aider me paraît déplacé et même inquiétant. À Paris, on compte les blessés par dizaines, paraît-il. Mais j'ai pas envie d'aller voir sur place. Hein. J'ai une tête de brigand avec ma blessure au coin de l'œil et cet énorme bleu qui envahit la moitié de mon profil gauche. Il paraît qu'il y a beaucoup de chômeurs dans les manifs. C'est ce que me rapportent les copains. Mais aussi beaucoup de laissés pour compte des banlieues et puis des voyous des pays de l'Est et d'ailleurs. Des magasins, les plus petits comme les plus grands, sont pillés. Ça va mal finir, ça va mal finir. Pourquoi dis-tu qu'ils sont sûrs de te garder dans ton entreprise? Ça, c'est quand même... Ah non, 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 ils sont pas sûrs de te garder. J'avais mal lu ta lettre. Écoute, c'est insupportable d'entrer dans une entreprise et de savoir en permanence sur un siège éjectable. 30 mai. Je ne sais pas comment tu es, Olivier, en matière de trésorerie, mais moi, j'ai plus une thune. J'ai déjà 2 mois de retard dans mon loyer et des appels incessants et furieux du proprio. Je dois pas être le seul à ne pas payer parce que j'entends que ça crie un peu partout dans l'immeuble. Il va falloir encore une fois demander de l'aide à mes parents, c'est tellement vexant. Je sens bien que je n'arrive pas à les rassurer, eux non plus. Tu sais, moi, mes dépenses d'aujourd'hui concernent uniquement de la nourriture, et même le commerçant du coin, chez Prisu, commence à me regarder avec des yeux de quelqu'un qui s'inquiète. Il faut dire que ma balafre au visage y est pour beaucoup, hein, je pense. Et puis évidemment, avec tous ces événements, il est encore plus difficile de trouver du boulot. D'ailleurs, tu sais, je vais te dire, j'ai vraiment perdu espoir. Et Annie, tu sais, Annie, elle s'est fait attaquer dans la rue par 2 SDF, tu te rends compte? Et comme une anguille, elle a réussi à leur échapper, mais en m'appelant au téléphone, environ 1 heure après son agression, j'entendais tout son stress. Elle veut me revoir en fait. J'ai dit non parce que pas de boulot, donc pas de thune, donc pas de dignité. Tu seras peut-être d'accord avec moi, quoi. Tu vois, maintenant, même durant la journée, il faut se méfier. C'est fou. D'ailleurs, la nuit, on ne voit plus personne dans les rues. C'est comme si on vivait avec un couvre-feu. 15 juin. On est déjà au mois de juin. Cher Olivier, il paraît que plein de Parisiens quittent Paris. C'est ce que je lis dans les journaux, en tout cas. Mais je pense que ce sont que des bruits qui courent. Ça me rappelle l'expression « les rats quittent le navire ». Tu me dis que tu en vois même arriver chez toi des Parisiens. C'est tout de même pas la guerre civile en France, non? Enfin bon, pour le moment ça me fait sourire, mais enfin bon, mauvaise ambiance quand même. 25 juin. Cher Olivier, ce matin, quand je suis sorti de chez moi, j'ai trouvé un tract dans ma boîte aux lettres. Voici ce qu'il disait. Si tu es arrêté, reste calme et poli pour éviter les délits d'outrage et de rébellion. Contrôle d'identité. Si tu n'es pas en mesure de justifier ton identité, la police peut t'embarquer pour y procéder pendant 4 heures maximum. Il est conseillé de dire « je n'ai rien à déclarer » pendant l'éventuel entretien. Audition libre, la police peut t'interroger sans te mettre
en garde à vue, puis, enfin bon, suivre des infos sur la garde à vue, les procès-verbaux, les sommations. Mais qui a bien pu me mettre ça dans ma boîte aux lettres? J'ai été partiellement rassuré quand j'ai vu le même tract dans d'autres boîtes aux lettres, à côté de la mienne. Je ne sais pas qui organise tout ça, mais ça me flanque la trouille. Comme si on voulait que l'insécurité devienne l'angoisse de chacun au quotidien, quel que soit le milieu, la religion, l'âge. Au fait, tu te souviens de la dizaine de morts dans le métro? La police est sur les dents et n'a trouvé aucun indice suspect. Il s'agit peut-être d'un simple, quand je dis simple, entre guillemets, hein, un simple accident technique. En tout cas, ce serait alors le pire accident dans le métro parisien depuis plus de 100 ans. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Avec tous ces événements, je ne sais plus trop que penser. Je trouve ça louche qu'il n'y ait pas de terroristes dans le coup, mais enfin bon. Certes, le gouvernement a tout intérêt à dire que cela n'a rien à voir avec la situation tendue en France ces temps-ci, mais bon. D'un point de vue très égoïste, toutes ces pressions, ça ne facilite pas la rencontre amoureuse. Crois-moi. Ma cicatrice y est aussi pour quelque chose, c'est sûr. En tout cas, j'ai toujours pas de petite amie. Et puis, tu sais, on parle tout bas dans les cafés. Les gens sont plus discrets, on rigole moins, on se sent observé. Bon, et toi, mon Olivier, comment vas-tu? J'ai plus de nouvelles de toi depuis 2-3 jours. Écris-moi. 3 juillet. Déjà le mois de juillet. Tu sais, la police à Paris, on la voit partout maintenant. Au guichet du métro, il y avait 5 costauds. Ils avaient l'air détendus, un peu comme s'ils se sentaient du bon côté des bons Français. Ils nous regardaient à peine quand on est passé devant eux. Bizarre, quoi. 20 juillet. J'ai encore laissé un message sur ton portable car je n'ai pas de nouvelles de toi depuis 2-3 semaines maintenant. Ton message d'accueil sur ton téléphone a changé aussi. Et puis pourquoi dis-tu que tu es à l'étranger pendant quelques jours alors que depuis au moins 30 ans, tu n'as jamais quitté la France, préférant, comme tu le dis depuis ces 130 années, ton petit Liré au Mont Palatin. J'ai appelé Jacqueline dans le village où tu habites, qui n'a pas pu m'aider non plus. Et ton entreprise également est sans nouvelles de toi. Fais gaffe, hein, ils vont te virer, alors que tu viens à peine d'être recruté. 22 juillet. Cette fois-ci, c'est décidé. C'est décidé. J'appelle la police. Pas de nouvelles de toi depuis au moins 3 semaines. J'ai appelé le commissariat, ils n'avaient pas l'air étonnés. Leur réponse était vous savez, il se passe tant de choses bizarres ces temps-ci, rappelez-nous la semaine prochaine et ne vous inquiétez pas. 30 juillet. Cher Olivier, écoute, il était 6 heures du matin, un peu avant peut-être. J'ai entendu un raffut pas possible dans l'entrée de l'immeuble. Et la concierge qui gueulait. Elle est maltraitée par plusieurs mecs et elle gueule mon nom. J'entends mon nom, elle l'a dit au moins, elle a gueulé 10 fois. Mais que se passe-t-il? Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me recherche. Et il me recherche, c'est sûr, quoi. Alors, donc maintenant, il faut que je fuis. Et en 5 secondes, je suis debout, habillé comme j'ai pu, j'ai pris le peu de fric qui me restait, planqué sous le lit, je l'ai enfourné dans mon portefeuille et j'ai couru à la porte que j'ai littéralement explosé. J'ai gravi 4 à 4 les marches qui mènent au dernier étage, et de là-haut, j'ai couru jusqu'au bout du couloir et plongé dans l'escalier qui mène directement sur la rue. Dehors, je suis enfin dehors. Tu sais, l'immeuble a 2 entrées. Les miliciens, parce que maintenant, c'est bien de cela qu'il s'agit, on ne peut plus parler de flics, aujourd'hui c'est pas possible. Les miliciens étaient rentrés d'un côté et moi j'avais fui par l'autre. Je me suis blessé dans l'escalier, j'ai vraiment mal à mon genou droit et je hurle intérieurement. Olivier, écoute, je t'écris, mais je sais que mon message ne t'atteindra pas. Il ne t'atteindra pas comme tous mes messages précédents. Depuis combien de temps sont-ils interceptés par d'autres? Je ne sais pas. Et qui sont les autres? Et pourquoi tout se passe ainsi? J'ai rien fait de mal, et moi je le sais bien, moi. J'ai dû être dénoncé, mais par qui et pour quelle raison? Est-ce que c'est ma participation à une manifestation? Je comprends pas.
et du plus loin que je me retourne dans le passé, je n'arrive pas à comprendre ce qui peut m'être reproché. Alors me voilà qui court dans la rue, en claudiquant d'une jambe raide, sans direction, essoufflé. À suivre.